Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies, and Happy Neutrality Day! Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Je vous souhaite une joyeuse journée de la neutralité 2023. Commençons par ceci. C'est officiellement la journée de la neutralité, le 12 décembre, qui en 2017 a été élevée au rang de journée officielle de l'ONU, quoi que cela signifie. Mais les Nations Unies reconnaissent maintenant l'importance de la neutralité dans le système international. Alors, joyeuse journée de la neutralité à tous. Maintenant, passons au véritable sujet. Pour moi, la grande nouvelle d'aujourd'hui est arrivée lorsque j'ai ouvert le New York Times. J'ai lu un article que j'ai trouvé assez surprenant. Il n'arrive que 5 mois en retard, mais même le New York Times admet maintenant la défaite ou l'échec de la contre-offensive très médiatisée de l'Ukraine. Vous savez, cette chose qui nous avait été annoncée il y a environ un an, et puis nous avons attendu environ 5 mois, une demi-année. Lorsqu'elle a commencé, il est devenu clair en quelques semaines qu'elle n'était pas destinée à remporter une victoire très rapide, vous savez, en allant jusqu'à la mer Noire et en reprenant tous les territoires ukrainiens. Il est devenu très clair qu'elle se transformait en une guerre d'usure très sanglante. Et maintenant, le 12 décembre, ou peut-être hier aux États-Unis, le 11 décembre, le New York Times admet que les États-Unis et l'Ukraine cherchent une nouvelle stratégie après l'échec de la contre-offensive. Cet article est très long et très détaillé. Il est extrêmement intéressant, non seulement pour ce qu'il admet mais aussi pour le type d'état d'esprit qu'il dépeint. Passons en revue quelques notes ici. Cela commence avec les dirigeants militaires américains et ukrainiens à la recherche d'une nouvelle stratégie. Oui, ils doivent faire quelque chose, n'est-ce pas? On ne peut pas laisser cela se produire. Et Madame Zelenska était justement aux États-Unis. De toute évidence, ils ne parlaient pas seulement d'argent. Ils discutaient également de stratégie. L'appel à une nouvelle approche survient après que l'offensive de contre-attaque de l'Ukraine, qui a duré plusieurs mois, a échoué à reprendre le territoire perdu face à l'armée russe envahissante, à la suite de semaines de rencontres souvent tendues entre les hauts responsables américains et leurs homologues ukrainiens. Donc, il y a eu des rencontres difficiles. Il est maintenant absolument clair que les États-Unis sont aux commandes, mais il y a un peu plus d'admission de la situation dans son ensemble, n'est-ce pas? Les revers de l'Ukraine surviennent alors que le soutien républicain pour continuer l'assistance financière américaine à Kiev s'est érodé. Le New York Times accuse très commodément les républicains de retirer leur argent, suggérant que ces grands revers s'installent et que si nous donnions juste plus d'argent, si ces soi-disant républicains maléfiques donnaient plus d'argent, alors peut-être que la contre-offensive n'aurait pas échoué. C'est l'implication. Le journal ne dit pas cela, mais c'est clairement ce qui est sous-entendu. Et puis, bien sûr, il y a toujours l'assaut du bon vieux Joe Biden. Nous ne pouvons pas laisser Poutine gagner. Ce point doit être souligné. La partie suivante implique une bonne dose de dénigrement de la Russie, critiquant l'armée russe après son offensive ratée sur Kiev en 2022. Le New York Times continue de suggérer que l'objectif initial de la Russie début 2022 était de prendre Kiev. Cependant, il était clair que la stratégie pour les 2 premiers mois, jusqu'à la fin des négociations d'Istanbul, était d'intimider l'Ukraine pour qu'elle accepte un accord de neutralité. Cet accord ne démilitariserait pas l'Ukraine mais la rendrait hors de portée des États-Unis et de l'OTAN. Malgré cela, le New York Times continue de dépeindre l'objectif de Vladimir Poutine comme étant la prise de Kiev et de toute l'Ukraine. Moscou dispose maintenant de plus de troupes, de munitions et de missiles, et a augmenté son avantage en puissance de feu avec une flotte de drones de combat, dont beaucoup fournis par l'Iran, selon des responsables américains. Le New York Times se contredit, affirmant d'une part que toute la propagande qu'on nous a servie au cours des derniers 1 an et demi sur le fait que la Russie manquait de munitions est maintenant inversée. La Russie a beaucoup de munitions, mais en même temps, il continue de blâmer l'Iran également. Nous sommes tous conscients que la Russie est incapable de produire ses propres munitions, donc elles doivent provenir de l'extérieur, n'est-ce pas? Parce que, tout comme nous fournissons des munitions à l'Ukraine, qui n'est pas capable de produire ses propres équipements militaires, il est absolument clair que la Russie doit faire face aux mêmes défis que nous. Cependant,
Accusons un autre ennemi des États-Unis, l'Iran, et disons que c'est de leur faute si la Russie ne manque pas de munitions, ce qui est ridicule. Nous savons que la capacité industrielle russe et le complexe militaire surpassent de loin ceux de l'Occident. Il est évident que la Russie produit ces choses par elle-même. Mais bon, laissons cela de côté. Les États-Unis augmentent les conseils militaires directs qu'ils fournissent à l'Ukraine. Oui, ils augmentent les conseils militaires directs. Ce sont des conseils, mesdames et messieurs, pas des ordres. On ne leur dit pas quoi faire, ce sont juste des conseils. Mais les conseils sont en augmentation. Je veux dire, combien de fois avons-nous tous souhaité que quelqu'un augmente les conseils qu'il nous donne? Et juste le prétexte devient de plus en plus difficile à digérer. Mais bon, très bien. Les Ukrainiens veulent passer à l'attaque, soit au sol, soit avec des frappes à longue portée, dans l'espoir de capter l'attention du monde entier. Ils discutent des objectifs divergents des Américains et des Ukrainiens. Selon le New York Times, qui prétend avoir une profonde compréhension de la pensée ukrainienne, l'Ukraine veut lancer des attaques pour capturer l'attention du monde. Je trouve cette présentation intéressante. C'est fascinant que le New York Times suggère que l'objectif de l'Ukraine est d'attaquer davantage, dans l'espoir de saisir l'attention du monde. Si on avait dit que l'Ukraine espère récupérer la Crimée ou regagner du territoire, je comprendrais. Cela aurait un objectif militaire clair. Mais la manière dont c'est formulé suggère que l'Ukraine cherche plus à obtenir de l'attention mondiale plutôt que des gains tangibles ou des victoires. C'est assez révélateur. Au cours des 1 an et demi à 2 ans passés, nous avons assisté à une performance, en particulier de la part de l'Occident. Tout est conçu pour soutenir un récit. Cela inclut d'avoir un acteur professionnel comme président, qui a même joué un président avant de prendre ses fonctions, jusqu'au sweatshirt vert, au communiqué de presse, et à la glorification de M. Zelensky et de l'Ukraine, ainsi qu'à la livraison d'armes. And also the weapon deliveries. Everything is geared toward convincing Western. Tout est conçu pour convaincre le public occidental que ce qui se passe en Ukraine est juste. Même ici, selon le New York Times, les Ukrainiens veulent continuer à convaincre les publics occidentaux que ce qu'ils font est bien et à capter l'attention du monde. C'est fascinant. Pour moi, cela révèle de quoi il s'agit dans tout ce jeu. Ces actes de violence, cette offensive continue, ne visent pas nécessairement à remplir un objectif militaire. Ils visent nous, le public propagandisé, pour nous maintenir dans le financement de cette entreprise. Les enjeux sont énormes. J'adore les steaks, ceux très juteux, vous savez, à point. Sans une nouvelle stratégie et un financement supplémentaire, les responsables américains disent que l'Ukraine pourrait perdre la guerre. Vraiment? Wow, Sherlock. Honnêtement, j'ai toujours pensé que l'Ukraine se battait seule et qu'il appartenait uniquement à l'Ukraine de combattre. Mais nous apprenons de nouvelles choses tous les jours. Nous apprenons également que déjà 111 milliards de dollars américains sont partis des contribuables américains pour financer la fumée, la mort, la destruction et le carnage en Europe de l'Est. De nombreux dirigeants ukrainiens ne réalisent pas à quel point le financement continu des États-Unis pour la guerre est précaire. Les responsables américains ont dit que ces généraux ukrainiens et hauts fonctionnaires civils ont des attentes irréalistes quant à ce que les États-Unis fourniront. Apparemment, des hauts fonctionnaires américains anonymes reprochent aux Ukrainiens de ne pas être réalistes. C'est le célèbre jeu de la faute, dont l'Iran et d'autres ont parlé, et il a définitivement commencé. Les responsables américains disent que l'Ukraine devra se battre avec un budget plus serré. Fini les armes sophistiquées, ce sera des armes à petit budget. Elles ne viendront pas directement de Lockheed Martin mais plutôt de Walmart. Je m'excuse pour l'erreur tout à l'heure. Passons à autre chose. L'Ukraine n'a pas publié de chiffres officiels sur ses morts au combat, mais les responsables ont reconnu que les pertes ont été lourdes. Cet article est intéressant car il combine des révélations qui étaient claires pour quiconque suivait la guerre avec un œil attentif et les présente au grand public, qui a pu être influencé par la propagande. Il mélange également un peu de transfert de blâme et tente de paraître comme si une analyse sérieuse avait lieu. Cependant, il y a une admission intéressante maintenant, en décembre 2023, qui contredit les récits antérieurs.
On nous avait dit que les Russes étaient ceux qui subissaient de lourdes pertes et que les Ukrainiens gagnaient. Maintenant, nous apprenons que cela pourrait être l'inverse. Des hauts fonctionnaires américains ont dit qu'ils sont ouverts à certaines des nouvelles idées de l'Ukraine. Alors, quelles sont ces nouvelles idées? Les responsables américains ont déclaré que les frappes profondes de l'Ukraine en Crimée cet automne se sont avérées mortelles pour la Russie et ont constitué un point positif dans une contre-offensive par ailleurs décevante. Les stratèges américains croient que les Ukrainiens peuvent s'appuyer sur ce succès l'année prochaine, même si une grande partie de leur énergie est consacrée à la reconstruction de leurs forces. Les piqûres d'aiguille, comme on les appelle, ont été très coûteuses pour l'Ukraine car, à moins de pouvoir les réaliser avec des missiles à longue portée, elles doivent être effectuées par des personnes qui entreprennent des missions très audacieuses, et de nombreux Ukrainiens ont été tués dans ces missions. Cependant, ces piqûres d'aiguille semblent être une lumière au bout du tunnel pour une raison quelconque. L'article devient encore plus intéressant car il révèle des parties de la nouvelle stratégie. Le Pentagone a décidé d'envoyer le lieutenant-général Antonio Aguto Jr., qui supervise le soutien à l'Ukraine depuis une base en Allemagne, pour passer de longues périodes à Kiev. C'est une autre admission que les conseils donnés aux Ukrainiens viennent directement de hauts responsables militaires américains. Ces individus seront désormais impliqués encore plus profondément. Jusqu'à présent, ils opéraient depuis une base militaire en Allemagne, probablement à Ramstein, d'où tous les ordres étaient donnés aux Ukrainiens sur quoi attaquer et où aller, et ainsi de suite. Et maintenant, apparemment, ces responsables vont s'impliquer davantage et passer plus de temps à Kiev. Cela signifie probablement une escalade et une implication plus directe. Nous avons vu quelque chose de similaire pendant la guerre du Vietnam, où tout a commencé avec des conseillers militaires. Il y avait de nombreux conseillers, et ils étaient essentiellement des troupes sur le terrain dans le Sud-Vietnam. Avec le temps, le nombre de conseillers a augmenté jusqu'à ce qu'il y ait une implication à grande échelle des troupes américaines combattant dans le Nord-Vietnam il y a 50 ans. Cependant, nous ne semblons pas encore être à ce niveau. Nous parlons uniquement du personnel militaire de très haut niveau, mais ce personnel n'est pas censé être directement impliqué dans les centres de commandement de Kiev. On se demande donc qui a toujours le haut commandement des forces ukrainiennes. Est-ce vraiment encore Zelensky, ou ses responsables vont-ils commencer à diriger le spectacle plus directement? Cela pourrait être une implication de ce mouvement. Bien que j'en doute, car la stratégie semble toujours être, bien sûr, de laisser les Ukrainiens se battre. Les Américains et l'Occident, y compris l'OTAN, ne sont pas prêts à sacrifier plus que quelques volontaires qui choisissent d'aller combattre. Ils ne stationnent pas leurs propres troupes, et cela ne semble pas être en train de changer. S'ils commençaient à stationner leurs propres troupes et si leurs troupes commençaient à mourir en Ukraine, cela signifierait que nous nous rapprochons beaucoup plus d'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. L'Occident ne semble pas encore prêt à aller jusqu'au bout, et j'espère qu'il ne le fera pas, car le niveau de carnage augmenterait dramatiquement. Le général Aguto a eu des relations fréquentes à Kiev et en dehors, ce qui pourrait marquer la fin des restrictions actuelles. Il n'y a pas tant de soldats américains sur le sol ukrainien. Il commence ensuite à parler de la bataille de Rabotine et de son déroulement, admettant que tout était un mensonge. Rabotine nous a été vendu comme cet endroit où l'Ukraine commence à gagner et à reprendre du territoire. Mais les défenses russes se sont avérées bien plus solides que ce que les États-Unis avaient évalué. Plutôt qu'une victoire, Rabotine s'est transformé en une bataille sanglante et épuisante. Donc, il y a une admission que cela n'a pas fonctionné et que toute cette fanfare n'était en réalité que des vœux pieux. La 47e brigade ukrainienne, l'une des 9 formées par les États-Unis, a subi d'énormes pertes avec des scores de soldats blessés ou tués. De plus, il y a de nouveaux aveux concernant des pertes vraiment élevées. Il semble que l'Occident collectif doive maintenant expliquer au grand public pourquoi la réalité qu'il voit sur le terrain commence réellement à s'imposer. Donc, vous devez commencer à masser le message et l'idée que les choses ne se sont pas exactement déroulées comme nous avons prétendu qu'elles l'avaient été tout ce temps. Nous remontons le temps, mais après tout, qui se souvient de ce que ces journaux écrivaient il y a 6 semaines, n'est-ce pas?
again, who remembers what these papers were writing like 6 weeks ago, right? Politics is the art of controlling the current 6 weeks. La politique est l'art de contrôler le récit des 6 dernières semaines car tout ce qui est plus ancien devient de l'histoire et est souvent oublié. Il déplace maintenant le récit pour se concentrer sur les 6 dernières semaines. Pendant 3 mois, le personnel militaire américain et allié a formé 9 brigades, totalisant 36 000 soldats ukrainiens, aux bases de la guerre de manœuvre. Les stratèges américains théorisaient que seule une force importante pourrait percer les lignes russes fortifiées et reconquérir la côte sud-est de l'Ukraine. Cependant, pendant que les États-Unis enseignaient à l'Ukraine comment utiliser l'armement, les Russes s'enterraient également et se préparaient pour le conflit anticipé. Des analystes sérieux déclarent depuis le printemps que les fortifications russes sont redoutables, composées de multiples lignes de défense. C'est quelque chose dans lequel les Russes ont toujours excellé. Tous les stratèges et analystes sérieux ont dit qu'une attaque directe ne fonctionnerait pas. Même John Mearsheimer, durant l'été, a fourni une analyse détaillée de quand de telles stratégies sont efficaces et quand elles ne le sont pas. L'approche Blitzkrieg, qui vise une avancée rapide pour submerger l'ennemi, échoue généralement, comme l'histoire l'a montré. Mearsheimer a écrit un article perspicace sur ce sujet. Mais ce n'est qu'une perspective théorique. D'autres analystes, comme Alexander Mercoury, Alexander Christoforou et Scott Ritter, ont souligné que les Russes sont profondément retranchés. Ils ont mis l'accent sur la difficulté qu'il y aura à les déloger. Ils se sont trompés. Les États-Unis ont appris à l'Ukraine à utiliser des armes, tandis que les Russes se sont retranchés et préparés pour le combat à venir. Les stratèges américains et ukrainiens n'ont pas initialement réalisé à quel point les Russes renforçaient leur défense. Le problème n'était pas un manque de connaissances, c'était que les Russes étaient meilleurs que prévu. La défense en profondeur russe comprenait des champs de mines plus redoutables que tout ce qui avait été vu depuis la guerre de Corée, ainsi que des technologies qui ralentissaient et stoppaient l'avancée de l'armée ukrainienne. Par « toute la technologie », on ne sait pas exactement ce que cela signifie. Il semble que ce soit une manière d'atténuer le coût en suggérant que les Russes n'ont peut-être pas de nouveaux matériels mais utilisent efficacement les anciens. C'est une reconnaissance subtile de leur capacité sans admettre que la Russie est capable de mener une guerre très sophistiquée, ce qui est quelque chose qui doit être reconnu après une défaite comme celle-ci. Les dirigeants militaires ukrainiens ont dit croire que les attentes américaines étaient irréalistes. Et nous revoilà au jeu des reproches, où chaque partie prétend que la vision de l'autre est irréaliste. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la contre-offensive a échoué, mais la critique ukrainienne contient une part de vérité, selon Eric Caramella, chercheur à la Carnegie Endowment for International Peace. Il a mentionné une sorte d'inflation collective des attentes. L'Occident a en effet gonflé ses attentes. Really, the West inflated its expectations. Honestly, wow. US officials point to Ukraine's successful and damaging. Honnêtement, c'est incroyable. Les responsables américains soulignent les attaques réussies et dommageables de l'Ukraine contre la flotte de la mer Noire de la Russie. Ils essaient de dire que tout n'a pas été un échec. Certains responsables ont même parlé d'une grande victoire navale pour un pays sans marine. On en revient à créer des slogans stupides, vous savez, c'est idiotie comme dire que la Russie a la deuxième armée la plus puissante en Ukraine. C'est comme si quelques attaques sur le pont de Kertch ou 1 ou 2 bateaux militaires russes coulés constituaient réellement une victoire navale. Donc, nous ne sommes toujours pas sortis du pays des fantasmes, cela se reformule juste un peu. Vous pouvez voir comment ces journalistes essaient de quelque manière d'adoucir le coup en continuant à insérer des moments de légèreté. Ils suggèrent que ce sera notre victoire à la fin. Mais cela ne servira pas à grand-chose parce que l'article admet qu'à un moment donné, il faut parler de la réalité. L'Ukraine n'a pas besoin de reprendre les près de 20% du pays qu'elle a perdu pour gagner la guerre, disent les responsables américains. Marquer quelques victoires stratégiques et symboliques tout en renforçant leur défense et en augmentant leur capacité à produire plus d'armement pourrait suffire à renforcer la position de l'Ukraine lorsque les appels à des pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre reprendront inévitablement. C'est vraiment le comble de l'ignorance et de la soif de sang que de dire que, au lieu d'appeler immédiatement à des négociations avec les Russes, nous devrions reconnaître que l'Ukraine a perdu la guerre et a besoin de s'asseoir. Nous, les Américains,
devons nous asseoir et négocier sérieusement et de bonne foi un accord de sécurité avec la Russie, comme il le voulait avant la guerre en décembre 2021. Au lieu de cela, la nouvelle stratégie semble être de continuer à soutenir l'Ukraine avec ce dont elle a besoin pour remporter des victoires symboliques. Cela signifie faire sauter occasionnellement un char russe, un pont ou un dépôt de munitions pour ensuite agiter des drapeaux de victoire et proclamer notre succès, tandis que l'armée ukrainienne continue de subir de lourdes pertes. Par armée, je veux dire les jeunes hommes et de plus en plus de femmes qui meurent pour ces victoires symboliques. La seule intention est de renforcer la position de l'Ukraine lorsque les inévitables pourparlers de paix auront lieu. Même le New York Times admet que les pourparlers de paix sont inévitables. Si vous parlez de pourparlers de paix, cela implique que vous n'avez pas gagné la guerre. Même le New York Times suggère qu'il y aura probablement des négociations. Mais maintenant, il semble que nous devons juste prolonger un peu la guerre pour augmenter le pouvoir de négociation stratégique de l'Ukraine, au lieu d'aller déjà aux négociations de paix, d'admettre la défaite et de voir ce qui peut être fait en négociant avec les Russes à ce stade. Achieve with the Russians negotiating at this point. So, this is as horrible and as warmongering as it gets, my friends. C'est aussi horrible et belliqueux que possible, mes amis. Si l'Ukraine et l'Occident font le bon investissement dans la poursuite d'une stratégie à long terme, alors l'Ukraine pourrait reprendre l'avantage. Aussi optimiste que cet article soit concernant l'admission des réalités par l'Occident collectif, il se termine tout de même dans un monde de rêve. Il me semble que l'Occident est pris entre ce qu'il doit admettre et ce qu'il aimerait encore voir comme réalité, tout en n'ayant manifestement pas le soutien politique ni la volonté de continuer à se battre dans cette guerre. Mais pour l'instant, il laisse juste l'Ukraine continuer à saigner avec l'espoir que quelques Russes de plus mourront dans le processus. Ils veulent que cela continue aussi longtemps que nécessaire. Nous devrions également parler de la question du timing avec les élections américaines de l'année prochaine, mais c'est encore si loin. Au 12 décembre, le jour de la neutralité, il n'y a toujours pas de neutralité sur la table pour l'Ukraine, bien qu'il me semble de plus en plus probable qu'au final, une forme de neutralité sera impliquée dans ce qui va suivre pour l'Ukraine, marquez mes mots. Mais nous ne sommes pas à la fin, et les gens continuent de mourir parce qu'il n'y a pas encore de volonté de commencer à parler. Joyeuse journée de la neutralité. À la prochaine. Happy Neutrality Day. See you next time.